Ne m'arrachez pas ma caméra. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se raconte? Qui pose une question? Et c'est là où les sévices les plus durs, les tortures les plus cruelles ont été pratiquées par cette milice auprès de tous ceux qui ne voulaient pas du régime communiste pendant très 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 longtemps. Du temps des communistes, du communisme, je ne pouvais pas, j'étais interdit de séjour puisqu'on m'avait éjecté 2 fois. Et donc, j'essaie de dire pourquoi Varsovie était une ville dure, parce que le système était dur. Le système communiste était un système extrêmement pénible et on a tendance à l'oublier parce que d'abord, on essaye souvent de se souvenir que de ce qu'il y avait de bon, ce qui fait la grande nostalgie des Allemands de l'Est pour l'Allemagne de l'Est, ce qui nous paraît totalement radicalement impossible. Mais ce qu'on oublie aussi de l'autre côté, c'est que les relations humaines dans ces pays, où tout le monde vivait un peu au même niveau, à la même échelle, avec les mêmes problèmes et les mêmes salaires, était une énorme solidarité entre les gens. 1 kilo de pommes, 1 zloty, c'est-à-dire 30 centimes chez vous. Tak, też tak, dla smaku. Tak, na smak. Regarde ça. Oh, On m'appelle doigt de fée. bon. Mais la vie en général est restée dure, pas pour les raisons dont on parlait du communisme du tout, puisqu'on peut à peu près tout, sauf dire du mal du régime et être anti-catholique. Si on est anti-catholique, et mon Dieu, si on est juif, alors là, ça devient très très mauvais. Le catholicisme a été un élément fondamental pour détruire le communisme. Le pape a fait sans doute plus qu'aucune personne, je ne dis pas mouvement social, personne. Donc il y a une sorte d'attachement au catholicisme, de dette envers l'Église, qu'on paye très lourdement. Parce que l'Église ne s'occupe plus de combattre un régime oppressif et même meurtrier, elle s'occupe de ma braguette. Donc c'est une ville qui est restée ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire c'est une ville totalement éclatée. Cet éclatement, cette chose qui fait qu'en fait Varsovie n'existe pas comme ville. Mais ce n'est pas ce que les Allemands appellent un bourg, ce n'est pas une ville compacte, serrée. La bourgeoisie en Pologne n'a pratiquement pas existé après la moitié du 19e siècle. Ça n'a jamais existé. Les Polonais n'habitaient pas en ville. Les villes ne sont pas polonaises. Les villes ont été faites, j'espère ne pas ennuyer, mais les Polonais ne voulaient pas de ville. Cette place s'appelle le rond-point de Gaulle, Charles de Gaulle. Pourquoi le rond-point Charles de Gaulle, je ne comprendrai jamais. C'est quand il est arrivé du temps des communistes, en visite officielle comme président de la République française, et il a déclaré que, en fait, tout va très bien, Madame la Marquise, ce pays est formidable, aucun problème, bravo, enfin bon. On lui a construit un lit exprès, parce qu'il était très grand, dans le petit château du Belvédère, et il est reparti en nous laissant pantois, parce que si De Gaulle dit que le communisme c'est très bien, il y a là quelque chose de très étrange qui se passe, et il a fait beaucoup de mal politiquement à l'époque. Donc, puisque les Polonais sont complètement fous, pour contrebalancer les choses, une artiste polonaise que j'adore, qui a des idées saugrenues et excellentes, a flanqué au milieu de tout ça un palmier. Alors, il n'y a pas d'explication à ce palmier. Et là, cette espèce de chose énorme derrière, qui est couverte maintenant, paradoxalement, par des pubs insensés, c'était le siège du comité central du Parti communiste. Et, signe des temps qui nous a fait beaucoup rire, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu la bourse de Varsovie. Tout est racontable, tout est intéressant en quelque sorte. Donc si je ne peux pas en faire un film, par matière, par nature, je fais quoi? J'abandonne? Non, j'écris un bouquin. Ici, c'est devenu depuis 7 ans un havre pour s'enfermer entre des bouquins de gens qui écrivent mieux que moi, ça inspire. En fait, j'ai habité
J'ai habité à Varsovie entre 52 et presque 56, quand j'allais au lycée, ce sont 3 années, et ensuite après quelques études, je suis revenu faire du cinéma avec Vaida. Et donc ce n'est que après, quand j'ai commencé à faire mes films, j'ai un œilleton, un truc de filtre, et vivre dans ce qu'on appelait la principauté de Varsovie, donc cette espèce de milieu entre les intellos, les écrivains, les peintres, les musiciens, les cinéastes, et aussi très interlope. Les putes, les faussaires, enfin tout ce que tu veux. Cette principauté de Varsovie étrange qui était un îlot, c'était une espèce de bulle posée sur cette boue communiste, une bulle où on essayait de chatoyer. Les gens, ils perdaient très souvent leur vie même, n'est-ce pas? Et ce sont ces années-là, je crois, qui se sont reflétées dans ce livre, La forêt forteresse. Aujourd'hui, tu dis à un jeune quelconque, la principauté de Varsovie, 1968, l'expulsion des Juifs, Gomulka, quoi? Ah bon? Ah, mais c'est pas intéressant. Or, c'est intéressant. Est-ce que ce terme de principauté de Varsovie était utilisé couramment par ces gens-là à cette époque? Un peu, mais peu, parce que ça a été inventé par dérision, par un acteur dont j'ai parlé, qui était en blue jean et en veste de combat américaine dans Cendres et Diamants. Il s'appelait Zbigniew Cebulski. Il est mort écrasé sous un train, parce que ivre-mort à 5h du matin, allant sur un tournage, il essayait d'attraper le train en vol. Il est passé en dessous. C'est bien dommage, l'acteur était excellent. Un homme bizarre et difficile. Et il professait, lui qui était membre éminent de la principauté de Varsovie, il professait un espèce de mépris total pour tout ce qui est intello, les servitudes de toute cette principauté de Varsovie qui a en effet servi le régime d'une certaine façon, mais elle l'a servi d'une manière extrêmement pernicieuse. Parce que, comme on dit tout le temps, tout en servant, puisque les livres s'éditaient, les films se faisaient, c'était quand même, tout appartenait à l'État. Eh bien, dans ce système où tu appartenais à l'État, de A à Z. Donc ça, c'est... C'est Dame, le dernier, qui vient de sortir là, à l'instant. Donc la directrice me dit, elle l'a sorti de vitrine parce qu'ils sont tous vendus. Ce qui est un bonheur pour un écrivain, quand même. Tout Varsovie du temps de mon bouquin, c'était comme cette maison. Quand on a commencé à faire la Pologne communiste, on s'est aperçu que les troupes russes avaient attrapé dans les forêts un curieux personnage qui s'appelait Bolesław Piasecki et qui, avant-guerre, était le chef d'un parti, du seul parti fasciste, c'est-à-dire très petit, en Pologne, chemise brune, salut, machin, et qui, curieusement, sous l'occupation, n'a pas collaboré avec les Allemands, que personne n'a jamais compris, et par contre, qui s'est mis dans les forêts, dans un maquis qu'il a créé, à assassiner les Juifs qui s'y cachaient, et ensuite à combattre le mouvement de résistance nationale qui s'appelait le AK, l'armée intérieure du pays, et après les Soviets qui sont entrés. Donc, à un moment donné, en 1944, tout le monde essayait de l'attraper, tout le monde essayait de le tuer, de le chasser ou moins, de le faire passer en procès. Il faut comprendre que c'était un homme d'une énorme intelligence, très jeune encore, un très bon journaliste écrivain, très beau, enfin, prestance extraordinaire. Les Russes l'ont chopé finalement, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amené directement à Moscou, chez Staline. Et ensuite, il avait vu une espèce de proconsul russe pour la Pologne qui s'appelait Sierov. Et de ces 2 entretiens, il est sorti non pas seulement condamné à mort, fusillé, pendu et ce que tu veux, mais au contraire à la tête d'un mouvement qu'il avait inventé qui s'appelait le mouvement catholique Pax, donc la paix. Et ce mouvement avait pour but quoi? Détruire le seul ennemi dont Staline avait vraiment peur, c'était l'Église catholique en Pologne. Et détruire comment? En collaborant à mort avec les autorités nouvelles communistes. Bon. Et cet homme, Bolesław Piasecki, était tout. Il a fini sa vie comme vice-président du pays. Jamais sa photo n'était montrée ni à la télé ni dans un journal. Son groupe
C'était le seul groupe capitaliste en fait à l'époque en Pologne, produisait des centaines de choses, il avait une maison d'édition, 4 journaux et tout. Que quelqu'un me montre du doigt quand est-ce que j'y vais. Ici, là où on voit 11e fragrance aujourd'hui puisque nous sommes dans le capitalisme, cette maison toute grise avait des caves et on voyait des soupirails en bas dans lesquels on jetait du charbon puisqu'on se chauffait au charbon directement. Et le nœud du livre La forêt forteresse, c'est qu'on retrouve dans cette cave un jeune garçon de 15 ou 16 ans qui a été torturé et assez sauvagement tué et pendu là-dedans. Et ce petit garçon, ce jeune garçon de 15 ans qu'on a retrouvé là, c'était son seul fils, son fils unique. Alors qui a fait ça et pourquoi? On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Était-ce la police politique polonaise parce qu'ils voulaient faire quelque chose de traviole? Était-ce les gens qui étaient tellement contre ce mouvement infâme et ce communisme qui... Je ne pense pas, ils ne se seraient pas attrapés à tuer un garçonnet. Ils auraient peut-être abattu l'homme. Alors, dans mon bouquin, je ne veux pas tout dire, j'aimerais mieux que ceux qui regardent ce film lisent le livre, ce serait plus sympathique. Mais en tout cas, c'est le héros du livre qui avoue que c'est lui. Et qu'il n'avait en fait aucune raison logique ni précise. Il ne connaissait pas ce garçon. Mais la raison, c'était la vie dans ce pays. C'était le surréalisme, la folie de cette vie qui faisait qu'à un moment donné, on n'en pouvait plus. On faisait quelque chose et ce quelque chose était parfois absurde et très souvent sanglant. Cette jeune fille qui a été prise dans un orphelinat par des gens de bonne volonté, qui avait été trouvée dans le ghetto, après le ghetto de Varsovie, ses parents sans doute morts, et qui fut donc pour le narrateur le truc inoubliable, l'enfance, le vrai amour, c'est-à-dire l'amour innocent. Et donc il va la rejoindre là-bas en bout de place. Le narrateur, donc le jeu du bouquin, qui n'est certes pas moi, a une relation avec une jeune fille d'une extrême beauté d'ailleurs, qui elle a vraiment vécu, que j'ai pas beaucoup changé, j'ai pas beaucoup maquillé dans le bouquin, parce qu'elle est partie par la suite aux États-Unis, elle est devenue une milliardaire absolue, elle s'est mariée avec un jeune monsieur, ils avaient un gratte-ciel à New York, enfin, bref. Et là, elle avait, je crois, 13 ans à l'époque, et déjà, elle était une pute très en vue, en vogue, et comme un des héros du bouquin était un intellectuel, avec le frère du narrateur en fait, acteur, juif, pervers, tout ce qu'on veut, il éduquait cette jeune fille pour qu'elle devienne la grande courtisane de Varsovie, lui-même étant impuissant. Et donc le narrateur du bouquin, qui est un garçon très jeune, se lie d'amitié avec cette jeune femme et il la ramène tous les soirs ici. Et il faut franchir ces espèces de rangées de pics en haut parce qu'elle rentre dans l'appartement de son père qui claque muré là-dedans et vit une vie de rat enfermé parce qu'il a peur. Il a de bonnes raisons d'avoir peur d'ailleurs. Voilà. J'ai énormément de mal à avaler des romans qui sont des romans de fiction pure. Je n'y crois pas. Je pense que c'est Goethe qui a dit que chaque parole écrite doit être appuyée sur un fait qu'on connaît, sur quelque chose qu'on sait, et ne pas sucer ça du pouce. Hein. Bon. Et donc, dans ce que je fais, dans ce que j'écris, rien n'est tout à fait vrai, parce que je ne pense pas qu'une seule vie, même la plus bariolée, colorée, soit suffisamment intéressante pour occuper des pages d'un bouquin et occuper l'attention de quelqu'un qui lit. Mais 2 ou 3 vies mises ensemble dans un seul personnage, ça devient intéressant. Et si on y ajoute un 4e personnage qui, lui, est inventé parce qu'il sert le propos du bouquin, ça devient, je pense, relativement plus complexe et donc plus complet. Il y avait un type extraordinaire, un excellent poète d'abord, ensuite feuilleteur, il a tout fait, il a écrit dans tous les genres, qui était rentré de Londres parce qu'il s'y sentait polonais, il était d'ailleurs parfaitement juif, et qui un jour, n'en pouvant plus à écouter un de des grands bonzes du parti expliquer qu'il a dit « je suis totalement contraire, mais que voulez-vous que je fasse ?» Il lui a dit « toi,
enfin vous, camarades machin, vous avez les chars, vous avez toute l'armée soviétique, vous avez des baïonnettes, vous avez des grenades, vous avez même vous avez peut-être des fusils. Moi qui n'y connais rien, moi j'ai qu'une plume. Il a sorti sa plume. Et on doit faire la guerre, comment voulez-vous qu'on fasse? Alors que tout ce que vous racontez, c'est vraiment des foutaises. Mais ça te donnait, comme je te dis, un endroit où manger, une protection médicale. Il y avait un cabinet, il y avait un très bon dentiste, je me souviens là-dedans, alors qu'ils étaient très mauvais et pas équipés. C'est le truc où tu pédalais pour faire... et puis surtout le privilège d'être en bonne compagnie. Parmi des gens intelligents, cultivés, et parler d'autre chose que du nombre de vaches qu'on vient d'élever dans ce beau pays. Ce qui était les grands discours des communistes. Et puis nous avons produit cette année 100 millions de tonnes d'acier. Formidable. Voilà. Mais attention, une partie importante de ces gens adultes, puisque je ne me considérais moi pas comme adulte, je venais ici écouter et pas parler, tu vois, étaient des gens qui ont cru au communisme. La cassure, c'était, je crois, en 68. L'expulsion des Juifs, les grandes manifestations estudiantines pour la liberté de la parole, en fait, c'était ça. La lettre des 44 écrivains et intello polonais, et le fait qu'ils aient tous rendu, ils étaient tous au parti, ils ont tous rendu la carte. Ils ont tous quitté le parti. Ça, c'était vraiment la rupture, le choc. Les jeunes philosophes qui sont devenus peu à peu anti-marxiens. Moi, quand je faisais philosophie... Ah, les délices de Clove, toi, les délices de Clove. Absolument, parce que c'est un restaurant Sildave. Et donc, bon, je l'ai fait entre Paris et ici. Je ne te dis pas. C'est-à-dire que la faculté de philosophie, maintenant, ici, c'est une branche qui s'appelle l'Institut de philosophie. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est étrange. On va philosopher sur quoi? C'était un mouvement déjà où on ne pouvait pas être anti-marxien complètement, donc on a inventé le jeune Marx. C'était justement le temps où, comme je disais, les philosophes qui nous enseignaient, se réfugiaient derrière le jeune Marx qui voulait plus de liberté, tu vois, plus de choix, un éventail plus large de la pensée, contre le vieux Marx qui, lui, a rigidifié complètement. Il a dit, le marxisme, c'est ça, je suis le seul au monde à avoir raison, écoutez-moi ou je vous parle plus. Bon. Quand on voulait quand tu écrivais quelque chose et que tu voulais être édité, comment ça se passait alors justement? Tu allais voir une maison d'édition, 4 ou 5 à Varsovie, dont par exemple la maison d'édition du ministère des Armées. Ça existait, ça payait très très bien. Pax était une maison d'édition, le mouvement de Piasecki. Ça payait encore mieux. C'était des maisons d'édition d'État ou c'était des privés? Mais tout était d'État. Ah oui, il n'y avait pas de... Non, il faut comprendre que quand je prononce le mot communisme, il n'y a pas de privé. Le privé n'existe pas. Le privé était permis, je ne me souviens pas, tu pouvais par exemple faire des gâteaux étant privé, mais tu ne pouvais pas employer plus de, je crois, de 3 employés. C'était le maximum du capitalisme permis. Et en plus, tu étais hanté par des commissions qui venaient à tout bout de champ vérifier l'hygiène, le machin, les impôts, les trucs, pour que tu arrêtes. Le grand but, c'était d'arrêter tout. Seulement, il se rendait bien compte que le communisme est un truc centralisé. Tu peux pas installer un ministère du gâteau avec une boîte énorme et 10 000 fonctionnaires qui s'occupent de gâteaux. Donc, tu peux pas avoir un ministère de la cordonnerie, des cordonniers. Ça existait. Tu peux acheter, par exemple, une corde et te pendre, là. Les maisons privées ont été prises aux propriétaires. Université de Varsovie et un très très beau complexe de petits palais à l'intérieur. C'est un campus très très joli. En face, Académie des Beaux-Arts. Voilà ce qui se passe. Ruine à la fin de la guerre, retapé, donc donné par l'État polonais à l'Académie des Beaux-Arts. Et maintenant, c'est en train d'être repris par, d'ailleurs, une des 2 familles qui s'occupent de l'hôtel Europejski qui veulent reprendre ça. Il y a un procès terrible. Oui, nous sommes là à l'hôtel Europejski, européen. Et je pense que ce titre d'hôtel européen, au fin fond du communisme, c'est une des raisons pour laquelle c'est-à-dire les habitants de la principauté de Varsovie, nous venions souvent ici. Un peu, voilà. On se sentait peut-être plus européen ici qu'ailleurs à cause simplement
Et ça finissait évidemment dans les chambres où se passaient des choses inénarrables. Alors il y avait une espèce de presque de frénésie à l'époque, après les heures de labeur, une espèce de frénésie érotique sexuelle. J'ai encore dans les oreilles le bruit, les bruissements de toutes ces jeunes filles qui couraient d'une chambre à l'autre et des hommes qui les trouvaient ravissantes. Le sentiment de la peur, pour toi, ça a été une ennemie fidèle. Et alors justement, cette peur, par exemple, à l'époque du communisme, c'était quoi cette peur? Pas tout à fait la même, quand même la même. Enfin, là, je crois qu'il n'y a qu'une seule peur. Imagine-toi qu'il y a encore pas très longtemps, je ne pouvais pas trop en parler. C'est en vieillissant que j'acquiers une certaine liberté de parole vis-à-vis de ça. Je pouvais l'écrire par moments, mais parce que c'est un sentiment qui est né pendant l'occupation, où j'avais très très peur, et très très peur pratiquement tout le temps. À telle enseigne que quand j'ai vu... écoute, je devais bien avoir 20 et quelques, dans Giulietta degli Spiriti, Juliette des Esprits de Fellini, il y a 2 SS-man en manteau noir, en cuir, qui se promènent la nuit, il pleut, dans les rues comme ça. Et j'ai dû sortir de la salle. C'était tellement véhément. En 47 ou 8, je me souviens, pendant les vacances dans une forêt au sud de la Pologne, moi et mes copains avions trouvé une espèce de casquette d'officier allemand, moitié rongée mais à moitié entière, et je me suis évanoui. Donc tu vois, ça veut dire quelque chose. J'ai toujours essayé de filmer des escaliers dans mes films parce que ça est toujours dans ce sens-là. Ça monte vers quelque part. Ici non, parce qu'il y a un plafond qui bouge, mais théoriquement la lumière c'est de là-bas. Il y a une vanité, une volonté de dire moi je, surtout chez les gens qui pratiquent ce qu'on appelle l'art, qui est plus forte que tout. Et sous n'importe quel régime, que ce soit hitlérien, stalinien, gomulkien, ils le feront. Et ils le feront même quand M. Sartre gouverne la vie intellectuelle française dans un mouvement des pires que je connais, c'est-à-dire l'existentialisme. Et ils vont écrire des trucs. Et après, ils diront le contraire. Yves Montand, qui se prenait pour un intello, était d'abord stalinien et ensuite il a dénoncé les crimes du communisme. C'est le même personnage, il n'avait aucune vergogne à le faire. Nous vivions tous, traversions les différentes étapes de la guerre, l'occupation, Staline, le communisme, sous ses facettes un peu changeantes, mais finalement tout le temps les mêmes, avec une idée très ancrée, très précise, un sentiment très précis, c'est que c'est pour toujours. C'est que c'est quelque chose qui ne va jamais finir. Et moi, mon problème n'était pas moi, mais me dire comment mes enfants vont traverser ça. Tu n'avais rien à toi, sauf ta peau, et encore, et parfois un peu de cervelle. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris comment on dit en français retourner sa veste, mais c'est pire que ça, c'est retourner sa peau. Les gens étaient... ce groupe, quand même assez large d'intello, je dois dire que c'était parmi les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés de ma vie. Ils n'ont pas fait leurs classes sous le communisme, c'est moi qui faisais mes classes sous le communisme. Et ils se sont tous fâchés à mort contre moi, quand ils ont lu La Forêt Forteresse. Mais à mort. Ah, tu peux pas savoir. Ils m'ont rayé des cartes de la Pologne. Bon, ils sont en train de mourir les uns après les autres, et c'est bien dommage, mais ils ont considéré que c'est comme... Il y a un dicton polonais paysan qui dit « Mauvais est l'oiseau qui chie dans son propre nid ». Ils ont considéré que j'ai chié parce que j'ai dit la vérité sur un certain nombre de personnes, alors que le bouquin n'accuse personne de rien. Il reflète une vérité. Parce que le grand thème de ce livre est aussi, c'est qu'est-ce que c'est que collaborer, qu'est-ce que ça veut dire exactement, et ces collaborations soi-disant molles et intellectuelles mènent à quoi et vers où? C'est ça la grande question du livre. Quel degré est-il permissible et à partir de quel moment non? J'allais à l'école, écoute, je lisais en lecture obligatoire les bouquins de ces gens, mais je t'assure, c'est à se dresser le poil sur la tête. Glorification de l'Union soviétique, poème à la gloire de Staline à tout bout de champ,
poème à la gloire de la milice qui torturait encore à l'époque, ici dans les caves, ceux qui étaient contre. Ils ont tout écrit. Tu sais qu'il y a une quantité de bouquins sur cette époque, ce sont des livres sanglants. Alors ils ont tout fait pour se racheter. Tout. Ils sont passés de l'autre côté, mais ce n'était plus dangereux, vois-tu. C'était un peu plus facile. Ils ont retrouvé leur esprit européen et machin. Mais au moment où il a fallu, ils n'étaient vraiment pas là. Quand tu vis tout le temps dans le gris, le sale, la mauvaise bouffe, une ville assez sinistre à l'époque quand même. Bon, t'as beau être ivre-mort du matin au soir, quand même, ça t'abat à un moment donné. Et c'est purement physique. Sans info, tu ne penses pas que tu ouvrais la radio. La radio occidentale était brouillée, tu ne pouvais pas attraper facilement, je ne sais pas, Radio France ou Luxembourg ou BBC. Non, c'était brouillé, il y avait d'énormes brouilleurs sur le territoire du pays, tu entendais... Tu n'entendais pas. La télé, n'en parlons pas. Il y avait une chaîne, et encore elle a commencé tard, et puis c'était une chaîne de propagande quasiment, n'est-ce pas? Les journaux, il n'y avait rien dedans. Rien. Comprends qu'est-ce que c'est qu'un univers bouché, un horizon fermé, en béton, comme ça, craque. Pourquoi est-il un mur à Berlin? Parce qu'ils ont très bien compris que pour avoir une paix intérieure, c'est-à-dire pas de dissidence, pas de rien, ben, il suffit de construire un mur en béton. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, et ici, le mur en béton, il était partout. Il traversait les rues, il était aux frontières. C'est un mur en béton. Tu vivais dans une cage de béton. Très longtemps. Parce qu'entre 45 et 68, ça fait quand même un bail. Tu es libre d'aller où tu veux maintenant. Tu peux... Bon, ce sont tes choix, alors que nous vivions, tu sais, vivre avec la certitude que tu n'as pas le choix. Tu n'as aucun choix. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et tu ne peux rien. Alors il y a eu des tentatives folles, tu sais. Il y avait un espèce de écrivain plutôt graphomane que j'ai très bien connu ici, un complètement fou qui... Il achetait les vélos avaient comment on appelle le truc à l'intérieur que tu gonflais à l'air dans le pneu. Une chambre à air. Une chambre à air. Pendant 2 ans ou 3 ans, il achetait toutes les chambres à air sur lesquelles il pouvait mettre la main. Or, il n'y avait pas beaucoup de vélos, il n'y avait pas beaucoup de magasins. Alors, ça lui a pris 3 ans. Et de toutes ces chambres à air, il s'est collé un espèce de ballon. Bon, alors, il a transporté les chambres à air, je sais pas, il devait avoir 2000 chambres à air, au bord de la mer Baltique. Et dans la nuit, il les a gonflées pour passer sur l'île de Bornholm, qui était danoise, donc pour s'enfuir, tu vois. Parce que comprends un pays où le bord de mer, il y a de très belles plages, enfin tu as 300 km de plages ininterrompues, sable blanc magnifique, complètement sauvage parce qu'il y a relativement peu de villages ou de villes. Alors ces 300 km de plage, même un peu plus, chaque soir était labouré, enfin à la herse, passé à la herse, pour que les traces de pas s'impriment. Et sur les 300 km de plage, il y avait des fils à ras le sol, à ça du sol, cachés dans les herbes et les machins. Si tu trébuches dedans, ça sonnait dans le premier poste de machin et tu avais 4 jeeps qui arrivaient avec des mecs, etc. Donc comprends que même le sable était un mur. Alors lui, pour éviter tout ça, il a donc bien gonflé son ballon. Et il s'est élevé dans les airs pour aller à Bornholm. Sauf que, étant littérateur et pas géographe, il avait oublié qu'il n'y a pas de vent du sud vers le nord en Pologne, et il s'est retrouvé à la frontière russe. Parce que le vent venait de l'ouest. Alors son slogan, c'est efficacement et honnêtement. Dans 2 jours, j'espère qu'il y sera plus. Ah non, il y sera encore 2 ans, voyons. C'est pas le président qu'on élit, quand même. Zut. Est-ce que tu te considères comme un militant? Non, moi je milite dans mes bouquins. Et un peu dans mes films. Mais militant, genre membre d'un parti, d'un mouvement commun. Tu sais, quand on m'invite à la télé, je sais qu'il y aura plus qu'une personne, c'est-à-dire moi, j'y vais pas.
Il exécrait les Juifs. C'est pourquoi les communistes les expulsèrent en 68, jusqu'au dernier. Il était d'une droite si extrême qu'il exécrait tout, outre les Juifs, qu'il exécrait davantage. Il exécrait les catholiques et les femmes. Il dirigeait donc un groupe parlementaire de députés catholiques. Quant à son fils, on le lui pendit dans une cave désaffectée de la rue Montcoteau, non loin du siège du comité Ils en central. profitent à mort, ils ne font plus cette espèce d'action politique directe, puisque l'ennemi et l'ami ne sont plus là. Un cortège juif qui va en transport et au gaz à Auschwitz, sans doute. Il y a des espèces de personnages casqués derrière, on voit le bout des baïonnettes, juste, on en voit 2, 3. Quand ils ont commencé à liquider le ghetto, c'est-à-dire vraiment à envoyer tout le monde au gaz, par tranches successives, le ghetto est entré en révolte. Il y a eu l'insurrection du ghetto de Varsovie, qui n'est pas l'insurrection de Varsovie, ce que beaucoup confondent en Occident. Et c'était une insurrection évidemment vouée à l'échec le plus tragique, conduite par des gens de mouvements plutôt socialistes, je dois dire, et le Bund. C'était des gens de 20 quelques années. Ils sont tous restés dans un bunker sous terre, peut-être quelque part là-bas. On les a jamais ressortis. Ils sont tous morts là-dedans. C'est, je crois, le seul territoire, je pense honnêtement, le seul territoire d'Europe où les Allemands ont installé une loi simple. C'est si tu aidais un juif d'une quelconque manière, tu donnais un morceau de pain ou tu l'hébergeais, non seulement tu étais immédiatement fusillé, mais toute ta famille y passait. C'était la responsabilité collective. Donc le gouvernement polonais clandestin a créé un conseil d'aide aux Juifs qui s'appelait Żegota. Et je trouve joli, tu vois, que ça soit discrètement à côté, que ça soit pas devant, et en plus maintenant il y a une espèce d'arbre qui le cache encore plus. C'est très bien, c'est comme ça que ça devrait être. Mes parents ont caché pendant toute l'occupation allemande deux amis juifs dans le grenier de la maison. Il a craqué parce que tu deviens fou. Il est devenu schizophrène. Il est sorti un jour où mes parents n'étaient pas là. Il a fait 50 mètres dans la rue. Et un officier allemand l'a arrêté, l'a flanqué à genoux et lui a tiré une balle dans la tête. Un certain nombre de juifs est arrivé dans les soutes, les bagages de l'armée rouge, puisqu'ils étaient communistes avant-guerre. Et comme je t'ai raconté à un moment, la politique de Staline, c'était de les mettre à la tête de tout l'appareil de répression. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Donc il y a eu une énorme confusion dans la tête des gens. Le grand crime du communisme, encore une fois, c'est qu'en 68, ils ont été expulsés de Pologne. Tous. Et on allait tous en 68 à la gare, une fois par semaine, et en pleurant, et ils partaient. Vers le Danemark, l'Allemagne, Israël, enfin, ils partent. Bon. Et la lumière fut. Quand les Russes sont entrés à Varsovie, ils ont vu une ville totalement détruite. D'eux-mêmes, on ne sait pas pourquoi, ils ont dit on va reconstruire un quartier de Varsovie à nos frais. Geste d'une grande et étonnante noblesse. Et ensuite, ce quartier, ils ne l'ont jamais refait, mais ils ont dit on va faire mieux, on va vous offrir un palais, vous ferez ce que vous voulez de ce palais. Ça s'appelle Palais de la Culture et des Sciences, à l'époque Palais de la Culture et des Sciences, du nom de Joseph Staline. Et toi, par exemple, tu te souviens de la mort de Staline ? Non seulement je me souviens de la mort de Staline, mais j'ai pleuré à la mort de Staline parce que mes parents ont eu la bonne idée de jamais me dire aucune vérité. Si un enfant commence à parler, c'est les parents qui casquent aussi. Et là, évidemment, vers 16 ans, c'était la grande révolte contre les parents. Pourquoi vous ne nous disiez rien ? Pourquoi on ne sait pas ? Pourquoi on doit piocher ? Et donc, ce palais de la culture ? Ce palais de la culture, c'est une malédiction absolue. C'est à cause de ce palais de la culture que Varsovie n'a pas de centre. Ça y est, haut dans le ciel, se couronnant de dentelles de pierres échancrées, et dégénérait à son sommet en une flèche monstrueuse. Ça me heurte terriblement. C'est copie conforme. Voilà. Il y en a 9 à Moscou, je crois, 8 ou 9. C'était fait pour en fait la Troisième Guerre mondiale. Puisque sous la construction en pierre et en béton, en dessous, il y a tout ce truc est blindé. Il y a des plaques d'acier de haut en bas et partout. Même les espèces de shafts, comme on dit, des ascenseurs sont entourés d'acier, mais un acier costaud. On ne sait pas quoi en faire, mais puisque c'est là et détruire n'est jamais une bonne idée, l'autre idée c'est évidemment de le remplir d'eau
de mettre des poissons rouges. La troisième, c'est de le couvrir de lierre. Ce serait quand même épatant, un truc comme ça, hein, tout vert, au milieu d'une ville. L'Amazone au milieu de Varsovie. Ça, c'est d'un goût quand même. Oui, c'est très souvent pris dans des magazines allemands. Ah non. Zaś mały dramat tego filmu i wielki, oby szlachetny dramat naszego życia będą splatać się dalej we wspólną sieć wzlotów i porażek. Nazywam się Andrzej Żuławski. Jestem reżyserem filmu Na Srebrnym Globie. Symbolizuje Alors j'ai filmé Varsovie parce que je savais que ça aussi c'est éphémère. Je savais très bien que cette Varsovie de transition entre le communisme et ce nouveau système avec sa grisaille, ses rues vides et déjà ce quelque chose qui... Même les visages des gens allaient changer. Et donc je les ai filmés. Les trottoirs, c'était pas comme maintenant, c'était des espèces de plaques de béton qui se déchaussaient. Et à force de marcher, c'est comme les pieds savaient sur quel déchaussement tu es. Voilà. Donc tu disais, ah oui, je suis rue machin du Corbeau. Ouais. Ces caves, en quelque sorte, gigantesques, bétonnées, remplies d'eau, étaient un endroit formidable pour les mômes, les adolescents que j'étais moi et tout un groupe de jeunes qui habitaient là-dedans. Toutes les caves de cet énorme pâté de maisons qui doit faire 800 mètres, presque 1 kilomètre de long, étaient reliées l'une à l'autre parce que pendant l'insurrection de Varsovie, c'est par là que passaient les insurgés pour se battre en surface. Ils passaient par les canaux et ils passaient par des réseaux de caves. Et nous avons même construit une sorte de radeau avec des, comment on appelle ça, des tonneaux vides en métal qu'on amenait ici avec du carbide, et puis des planches, et nous voguions sous ces énormes bâtiments avec des lampes torches et des fusils à air comprimés, d'ailleurs ceux qui servaient à casser les vitres, et on chassait les rats. Alors ça, c'était le dessous, le souterrain de la Varsovie vraiment sauvage, où tout était possible. Tu me dis quand? Ouais. Le périple du narrateur assassin commence ici, puisque c'est là qu'il va chercher dans un cours de langue anglaise ce fils du Bolesław Piasecki, directeur général de Pax et par la suite vice-président de la République populaire de Pologne. Ce garçonnet donc dans le bâtiment, et c'est de là, puisque l'assassin a repéré tout ce mouvement de caves souterraines, il rejoint le caveau du coin où on a été, où on retrouvera le cadavre du petit jeune homme. Il le mène par là pour qu'il aille rejoindre son père. Et pourquoi c'est là? Parce qu'au coin de la rue, donc à 20 mètres d'ici, il y a justement le siège de l'organisation Pax jusqu'à aujourd'hui. Alors ça n'existait évidemment pas. La modernité envahit ce pauvre pays. Ici, c'était un restaurant à la communiste. Tu venais, par bonheur, tu avais une table, parce qu'il y avait une queue très souvent dehors, même si c'était cher et huppé. Tu attrapais une table, et alors tu savais que, voilà, tu vas pas parler. Boire, ça arrivait tout de suite, hein, mais la bouffe, très lentement, et d'habitude froide, avec le doigt du monsieur dans l'assiette, tu vois. Écoute, oui, quand je dis le narrateur, il y a du moi-je, mais si tu regardes bien attentivement le livre, je n'ai pas tué le fils de Bolesław Piasecki, du moins j'en ai pas le souvenir. Mon père n'est pas le poète alcoolique du bouquin. Je n'ai jamais eu de frère plus âgé, juif, en plus, même si demi-frère juif qui jouait dans des films et qui s'est suicidé en sautant de la fenêtre. Par contre, il y a eu un acteur polonais qui s'appelait Adam Pawlikowski, qui a joué chez Wajda, qui mouchardait auprès de la police politique ce que fait le bonhomme du bouquin et qui s'est suicidé à Tfolki, mais c'était pas mon frère. Est-ce que je l'ai connu très très bien? Le fait qu'il ait une radio accrochée à son balcon, grillage de son balcon à l'extérieur pour écouter la musique dedans, c'est lui. Cet acteur, le fait qu'il ait un pistolet, un revolver plutôt pendu dans le trou d'une table d'architecte, c'est vraiment lui, sauf que c'est pas lui puisque c'est pas mon frère, etc. Mais j'appelle ça très volontiers ce bouquin-là et les autres des autoromans. C'est pas une autobiographie, c'est pas une biographie, c'est pas un roman où je parle de Madame Bovary, c'est moi. Encore qu'en Normandie, Flaubert, on a connu des Madame Bovary.
tout le monde va écrire sur le stalinisme ou l'État ou ou la guerre. Mais personne n'a écrit sur ces moments étranges de transition. Personne n'a écrit de roman sur 1968 où les choses basculaient les unes dans les autres. Ce sont ces cerises juste au moment où elles vont flétrir, elles vont disparaître le lendemain. Mais justement, est-ce que tu penses que la littérature doit être une mémoire, par exemple? Écoute, déjà quand on me dit que quelque chose doit, il y a tout mes nerfs s'érissent, rien ne doit rien. Et surtout pas la littérature. Donc il n'y a pas de devoir. C'est un goût et une volonté. C'est une façon de ressentir le temps. Moi j'avoue que je ressens le temps d'une façon beaucoup plus aiguë dans les moments de transition, dans les moments difficiles à définir. Parce que qui va les définir ces moments? La littérature. Donc je ne pense pas que la littérature soit un instrument de la mémoire. La mémoire est un instrument de la littérature, oui. Tout dépend de ce dont tu veux te souvenir. J'ai habité 1 an ici au Bristol avec ma famille. Moi, 12 ans et ma famille. Et peu à peu, voilà, desserrage des vis, comment faire pour que ça soit de plus en plus libre et libertaire. C'est ces gens-là qui ont fait ça, c'est la principauté de Varsovie. Les ouvriers, quand ils se révoltaient dans ce pays, c'était parce que le prix du sauciflard montait. Il fallait sortir dans la rue en disant « mais non, ça ne va pas se passer comme ça ». Quand l'université de Varsovie, les étudiants se sont flanqués en grève contre le fait qu'au Théâtre National, on ait enlevé la pièce la plus célèbre du répertoire romantique polonais sous prétexte que c'est anti-russe, on l'a enlevé en 68, la censure l'a enlevé, l'université a explosé. Elle n'a pas explosé pour du saucisson. L'université faisait partie de la principauté de Varsovie. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Des camions entiers, des cars entiers d'ouvriers recrutés dans les usines de Varsovie avec des casques d'ouvriers sur la tête et des matraques sont descendus sur l'université, ont tout cassé. Mais au départ, les mouvements ouvriers, c'est vraiment pour le lardon, pour le bout de gras, tu vois. Donc je n'ai pas un amour ni une estime particulière pour ce qu'on appelle le prolétariat, vois-tu. Sursum corda, que le Christ ait survécu à la destruction de Varsovie devant une ruine terrifiante là derrière, et qui est écrit « Haut les cœurs », évidemment, ça voulait dire une chose belle et pathétique, ça l'est sans doute. Écoute, un voyageur anglais qui est passé par là, c'était à peu près comme ça d'ailleurs, au XVIIIe siècle, puisque les maisons sont d'avant cette époque, disait que la Pologne est un pays étrange parce que tout le monde pratique et personne ne croit. C'est très étrange comme catholicisme. Il est féminisé, terriblement fétichiste, les saints sont plus importants. Tu leur parles de l'Esprit Saint, ils ne savent pas de quoi tu parles. Tu ne peux pas demander à un morceau de bidoche dans un énorme chaudron de potage de s'exprimer sur le cuisinier. Non, ce n'est pas ma civilisation du tout. Cette place est importante, plusieurs raisons. Là, il y a une espèce de parquet sur lequel tu l'as à l'envers. Mais c'est l'endroit exact où le pape Jean-Paul II, le Polonais, est venu encore pendant le régime communiste et tout de suite, je me souviens plus si c'était encore l'état de guerre ou déjà tout de suite après, mais en tout cas, il est venu là et ça marque le début de la chute du communisme mondial, puisque c'est là qu'il a prononcé ce discours fameux, tout en allusion demi-teinte terriblement comprise par les Polonais, où il a dit en fait « N'ayez pas peur ». C'est un truc parfaitement privé, le truc officiel est là. Et derrière, il y a donc la tombe du soldat inconnu. Quand Hitler, après la fin de l'insurrection de Varsovie, a décrété que Varsovie serait rasée de la map de l'Europe, de la carte de l'Europe, eh ben, les Allemands ont eu quand même, entre octobre et janvier, l'entrée des troupes soviétiques, 4 mois pour détruire ce qui restait de Varsovie. Ils ont dynamité tout ce qu'ils pouvaient dynamiter, dont ils ont dynamité tout ce palais. Et par miracle, un morceau est resté comme ça. Et ce morceau contient donc la tombe du soldat inconnu. Et encore une fois, c'est un beau paradoxe polonais, parce que cette tombe donc est gardée au le ghetto de Varsovie. On
y pose des fleurs, des délégations étrangères viennent avec leurs gerbes, etc. Eh bien, qui repose dans la tombe? Un soldat inconnu, mais de quelle guerre? De la guerre entre les bolcheviks et les Polonais de 1921. Alors, sous le régime communiste, les cocos venaient déposer des gerbes sur la tombe d'un soldat qui défendait la Pologne contre le communisme. C'est quand même carabiné. Juste de bout en bout, ce fut un énorme palais qui s'appelait le palais de Saxe. Et en bas, il y avait cette colonnade dont il reste 4 colonnes brisées, tronquées en haut. C'est tout ce qui est resté. Les 4 colonnes que tu vois, avec les autres, se joignent jusqu'au dernier étage du palais. Et je sais, il y a 4 ou 5 étages. Donc elles sont très longues, très belles, très fines, en double rang. Et les Italiens voulaient les faire en verre, translucide. Ça aurait été sublime, tu vois, pour éclairer, pour la lumière qui passe, formidable. Si tu veux, la Pologne en tant que pays, entité politique, armée, machin, je sais pas quoi, n'a vraiment pas existé pendant de 1793 ou 14 jusqu'en 1918. Et pourtant, quand elle s'est remise à être en 1918, c'est comme si rien ne s'était passé. Alors où était-elle, cette Pologne? Elle était à l'intérieur des gens. Et à l'intérieur des gens, ce qui est à l'intérieur des gens, ne me dis pas que c'est du concret. C'est pas le foie, la bile, non, c'est parfaitement abstrait. Et c'est comme un rêve. On imagine un petit Hobro des confins est de la Pologne qui entre dans des actions révolutionnaires socialistes d'ailleurs contre les Russes, l'occupant, et donc contre le capitalisme de l'époque, puisque c'était eux les propriétaires, qu'on envoie en Sibérie. Il a fait de la Sibérie. Il s'enfuit de la pire des prisons russes en prétendant être fou allié. On lui casse toutes les dents avec un fusil, tu sais, là devant. Il crée de toutes pièces une espèce de petite armée polonaise qui rentre en Pologne, détestée par tout le monde, parce que les Polonais avaient surtout peur d'antagoniser qui que ce soit. On lui propose d'être président, il refuse. Il est le premier chef d'État, si tu veux, de la Pologne nouvelle, puis maréchal de Pologne, etc. C'est lui qui a gagné une des plus grandes batailles, à l'époque la plus grande bataille de l'histoire, la bataille de la Vistule, où on a massacré on a vraiment fracassé les troupes soviétiques, qui n'ont jamais plus recommencé jusqu'en 1939. Donc Piłsudski a gagné quand même combien? Entre 21 et 39, je ne sais pas compter, 20 et quelques années de paix. Cette fois-là, le capitaine de Gaulle est arrivé avant la mission du général Weygand en 1920-21 à Varsovie pour épauler ces pauvres Polonais qui évidemment ne savent pas se battre et pour leur expliquer que puisque l'invasion soviétique arrivait, il faut creuser des tranchées comme les Français à Verdun et ailleurs pendant la Première Guerre mondiale et essayer de défendre à peu près 2000 km de frontières avec des tranchées. Alors, qu'est-ce qu'a fait le maréchal Piłsudski? Il a enfermé la mission Weygand à clé dans une chambre au Belvédère et ils sont jamais sortis. L'armée rouge était commandée par Tuchachevski, qui fut un maréchal extraordinaire. Il était très jeune, il avait 20 et quelques jours, il avait même pas 30 ans, et Staline l'a fusillé en 1937. S'il n'était pas bon écrivain, ça serait douteux tout ça, mais c'était un intello de haut vol, un écrivain vraiment hors pair. Et un homme qui a un certain âge, déjà, il devait avoir mon âge, je crois, tombe fou amoureux d'une femme de 40 ans plus jeune que lui. Ça me rappelle quelque chose. Il reste des journées entières enfermé à côté du Belvédère, dans son inspectorat des forces armées, en pleurant et en disant « La Pologne ne va pas vivre plus de 4 ans ». C'était 1935. Il a tout compris, la Pologne s'est effondrée en 1939. Il ne faut pas oublier que Varsovie a été grandement reconstruite, non pas par des boîtes spécialisées, par des ingénieurs machins, par des bulldozers de Dieu sait quoi. Ça a été reconstruit avec les mains de la population. Ils l'ont fait gratos. Écoute, encore de mon temps, j'ai commencé en 1952, on allait les dimanches, les week-ends, déblayer des ruines. Il fallait juste qu'il y ait une inscription en russe, mine niet, je me souviens toujours, il n'y a pas de mine. On a reconstruit la ville telle qu'elle était au XVIIIe siècle, la vieille ville, selon l'étoile de Canaletto, qui était un peintre italien qui vivait ici à la cour du roi Stanislas Auguste. Alors comme quoi la peinture sert parfois à quelque chose de vraiment d'utile. Une partie gigantesque de la culture polonaise a été faite au frottement
avec les Turcs et les Tartares qui essayaient tout le temps de nous envahir. Et donc l'habit polonais est en fait turc, la coiffure polonaise traditionnelle est tartare, la langue dans la rue c'était le latin quand même. C'est interdit de parler polonais ici dans le truc russe. C'était un peu plus permissif chez les Autrichiens, mais c'était quand même l'Empire austro-hongrois. Et chez les Allemands, c'était vraiment un kampf, une bataille qu'a continué Hitler par la suite. Regarde, tu as une jolie lumière sur le... Alors là, je ne sais pas comment tu vas filmer, parce qu'il faut se tenir à carreau. Ah bah oui, ils l'ont refait entre 57 et 62. Grand pays à l'époque, grand pays. Et puis il a beaucoup agressé le voisin russe qui commençait à devenir quelque chose d'important. Il n'a fait que des conneries. Bon. Eh ben, regarde la statue, c'est quand même, la colonne est très belle. Il a introduit les jésuites en Pologne, la Pologne tout entière, dans sa stupidité et son paradoxe surréaliste. Et ce petit palais à toit vert qu'on est en train de retaper, c'était le palais du fameux prince Poniatowski, qui s'est noyé donc dans l'Esther à la bataille de Lipsk, maréchal de France, et qui, du temps de sa jeunesse, avait une lubie, c'est-à-dire nu, dans un traîneau et dans la neige, nu, à poil, était un très bel homme. Il voguait à travers Varsovie avec le traîneau, il y avait 4 chevaux qui noirs, tu vois, c'était un grand dandy et un coureur de femmes extraordinaire. Bah, écoute, principauté de Varsovie, c'est un prince, ce n'est pas un prolétaire. Je suppose que c'est le producteur qui parle trop haut. Qu'avait fait Napoléon et pourquoi les Polonais l'ont suivi? Parce que donc il n'y avait pas de Pologne et soudain il a proposé aux Polonais de faire une espèce de chose polonaise, un État polonais. Alors les Polonais s'attendaient à retrouver une patrie entière. Non, il a fait la principauté de Varsovie. Wojciech Szypulski disait « Ah, ces gens, c'est la principauté de Varsovie qui mangent les petits gâteaux, boit le petit thé. » Et qui a vécu d'illusions comme beaucoup napoléoniennes. Inutile de dire « le Corse n'écoute pas » là. Et ces crétins de Polonais ont cru en Napoléon et l'ont suivi parce qu'il a attaqué la Russie, qui était le grand ennemi. Mais à quoi ont servi les Polonais? Il les a envoyés à Saint-Domingue parce que M. Napoléon a restitué l'esclavage, aboli par la Révolution française. Et quand les Noirs se sont révoltés, il les a envoyés dans la partie qui s'appelle Haïti aujourd'hui, parce que c'était une seule île, pour mater les Noirs. Qu'ont fait les Polonais? Ils sont passés du côté des Noirs. C'est quand même encore une histoire de fou. Je suis allé en Haïti, dans les montagnes, dans un village de Polonais, qui ne parlent plus polonais, mais où les femmes portent des jupes polonaises et ont des tresses blondes. C'est quand même hallucinant, étant noir, tu vois. D'ailleurs, tout est à 4 zloty. Vin, bière, vodka, café, thé. 4 zloty. À crotte, et en plus, ça s'appelle bistrot à la fourchette. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas une petite faim, là. Extasions-nous, parce que dans 20 minutes, on est trempés. J'ai beaucoup parlé avec mes parents de ça. Ils m'ont dit un truc alarmant. Ils m'ont dit, parce que je leur ai dit, mais vous êtes complètement tarés. Enfin, pourquoi vous m'avez mis au monde en 1940 dans une situation absolument effrayante? Qu'est-ce que c'est que cette idée de mettre des enfants au monde dans un truc pareil? Ils m'ont dit tous les deux, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas survécu. On ne se serait pas battu. Où par exemple des soldats se font tuer. Je pense que chacun d'eux a été élevé par sa mère, allaité, dorloté et vêtu, que ce petit garçon que chacun d'eux a été avait fui la classe. Tu sais, s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait rien. Rien. Parce qu'on vivrait sans conscience aucune de quoi que ce soit. Il n'y aurait même pas Dieu dans la conscience des gens. Donc, il faut quand même admirer l'agencement de ce phénomène qui s'appelle la vie. Qu'est-ce qu'on va devenir, Fanoé? Cannes, il y a Kieślowski, Bugajski.
Roman Polanski, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda et moi. Et on soutient de toutes nos forces un drapeau polonais qui est en train visiblement de se casser la gueule. Pendant les cocos et pendant l'époque de ce qu'on appelle chez vous la solidarité, c'est-à-dire quand tout ce mouvement de résistance qui a été là tout le temps, mais il s'est manifesté sous des formes diverses, a pu prendre le pouvoir, eh bien regarde le résultat. On est très loin du rêve de nous tous. On rêvait d'un pays démocratique, mais véritablement libre, vraiment solidaire les uns des autres, ouvert totalement, avec, je ne sais pas, toutes les vertus du monde. On connaissait trop bien les malheurs du capitalisme et que trop bien les tragédies du communisme. On ne voulait ni de l'un ni de l'autre, enfin, en quelque sorte. 30% seulement des suffrages, un lourd revers pour leur parti conservateur et une amertume. Avec Donald Tusk, la Pologne devrait se faire plus européenne. Tiens, regarde, on a du bol. Alors, ils ont coupé le gros arbre, et ils ont replanté un qui, en 20 ans, a poussé au milieu. Tu peux entrer regarder. C'est extraordinaire. Un arbre au milieu d'une cour, voilà, comme ça. Et là, tu retrouves totalement l'ambiance de Molotki. Tu retrouves totalement l'ambiance de Varsovie communiste, c'était comme ça. Descendant, le feu à gauche. Et c'est là où il y a les radars de flics, là ici. Ouais. Donc je garde sur Varsovie quand même un regard, non pas totalement... mais par exemple, je ne pourrais pas filmer Varsovie là où se passe la forteresse, parce que ça, ce sont des endroits apprivoisés. Je les connais trop. Il y en a une qui me touche particulièrement, c'est cette vieille Erika, un peu rongée sur les bords. C'était la machine sur laquelle mon père a pratiquement écrit tout de sa vie adulte, puisqu'il l'a ramenée de Berlin en 1945. Il était dans l'armée polonaise qui, avec l'armée rouge soviétique, avait pris le Berlin, le Reichstag, et il a trouvé cette machine dans les décombres et il l'a ramenée. Fusion, ça veut dire les cocons ont avalé les socialistes, avec mon père dedans, qui était socialiste de nature. Le capitalisme pour la Pologne, c'est rationnel, mais ça veut dire rien d'autre. C'est-à-dire que ça veut dire quelque chose sur le commerce et l'industrie, ça ne veut rien dire sur l'état d'esprit des gens. Attention. Solidarité a été le premier moment dans l'histoire de la Pologne populaire où les ouvriers ont fait quelque chose avec les autres. Il y avait une revendication, si tu veux, sociale, bouffe, conditions de vie, etc. C'était pas du tout un mouvement politique. En rien. C'est quand les intellos qui oublient facilement les offenses, les étudiants, les jeunes sont arrivés pour se mettre dedans et appuyer tout ça, que c'est devenu un mouvement politique. C'est contre un pouvoir communiste, et là c'est contre un pouvoir de droite catho insupportable. Donc, mais être intelligent veut dire souvent être contre. Donc c'est comme ça que je définis l'intelligence. Les contestations, en fait. Oui. Je n'ai pas le génie de Chopin, hélas, je ne suis pas musicien, mais je sais ce que c'est de ne pas vivre dans son pays, de pratiquer son art, de me retrouver au sein d'une chose parfaitement française, d'aimer une femme française et de se retrouver Grosjean comme devant à la fin. J'ai sorti 24 livres. Et je crois que j'ai fait 13 films. Quand on n'en pouvait vraiment plus de tout ça, de tout ce dont on parle depuis 3 jours, eh ben on venait ici se promener dans les allées, flirter avec les jeunes filles, grand chef militaire et roi aberrant. Vivre, respirer, donner du pain aux canards, aux oiseaux. Ben oui, comme tu vois, cette maison que j'ai soigneusement choisie est assez près de Varsovie pour y arriver aux bonnes heures. Et le reste du temps, je suis quand même très isolé. C'est très calme ici. Je vois des arbres, je vois du soleil. Il y a des écureuils qui viennent manger du pain sur le balcon. C'est formidable. Tout homme porte en soi un sujet de douleur, dis-tu. J'ai écrit ça. Si je l'ai écrit, ça doit être vrai. Artifice, oui, en ce sens-là, c'est de l'art. Si tout ça est un artifice, c'est de l'art. Maintenant, tu peux
Tu peux enregistrer tout ce que je raconte, ça ne sera que des conneries.